Dans ce journal, 70 éléments de la milice CRP Zaïre de Thomas Lubanga en Ituri se sont rendus avec armes et munitions après une pression militaire. Éléments à suivre tout de suite dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Depuis le lancement des opérations militaires menées par le FARDC contre la milice Zaïre CRP alliée du M23 dans le territoire de Djougou et Irumu, plusieurs miliciens se sont rendus avec armes et munitions. Le commandant adjoint du secteur opérationnel Ituri en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Boni Matiti, appelle les autres détenteurs illégaux d'armes à les déposer sans condition. Reportage. Il ne s'agit pas ici d'un désarmement volontaire mais plutôt forcé après la pression militaire exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces affrontements se sont déroulés les 19 août courant. Ces mouvements CRP Zaïre de Thomas Lubanga alliés au M23 a subi de lourdes pertes, dont des morts et des blessés graves. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les responsables de cette milice ont sollicité des négociations afin de cesser les combats et remettre sans condition leurs armes individuelles et collectives, dont l'objectif de sauver leur vie et donner une chance au retour de la paix dans cette zone minière. Les bilans de ces opérations fait état de plus de 70 éléments qui se sont rendus. 21 fusils AK-47 ont été récupérés, 2 mitrailleuses PKM, 3 lance-roquettes RPG, une caissette de munitions AK-47, une bombe RPG-7 sans fusée. Le général Boni Matiti, commandant secteur adjoint en charge des opérations et renseignements, a présidé la cérémonie. Dès aujourd'hui, les armes que vous remettez, c'est insuffisant. Vous dites que vous êtes 4000, on a besoin de voir 4000 armes. Ceux qui détiennent encore les armes, à Mabanga, rassemblez toutes les armes et remettez au gouvernement et vous aurez la paix. Et s'il y a d'autres qui continuent à cacher les armes, vraiment, on n'aura pas la pitié. Mais comme vous venez avec les armes comme ça, vous êtes des Congolais comme nos frères. Nous ne pouvons pas nous tuer. Allez propager cette nouvelle, que ce soit Mabanga, Lopa, Iga Barrière, Nizi, Solonyama, Iga Barrière, Katoto, Largo, remettez les armes. Cette dynamique répond à l'attente du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chambadjoni, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. La cérémonie officielle de cette réédition a eu lieu dans la localité de Pandourou en présence de l'honorable Daniel Ouyewa. Yokohama, Kinshasa fait entendre sa voix face aux dirigeants du monde réunis au Japon pour la TICAD 9. La première ministre congolaise a lancé un message sans équivoque. Sans paix, il ne peut y avoir de développement alors que la région de Grand Lac reste marquée par l'instabilité. Elle a appelé à une intégration économique régionale fondée sur la stabilité. Dans le coulisses, l'Égypte réaffirme son intérêt pour le projet Grand Inga, symbole d'un avenir énergétique partagé. Chimendondo Djokoku et Pompomba ont signé ce reportage. Pas de développement sans paix. Devant les dirigeants du monde réunis à la TICAD 9, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a lancé un appel fort depuis la tribune. La stabilité de la région de Grand Lac est une condition sine qua non au progrès. Dénonçant l'instabilité persistante, elle a salué les efforts en cours et réaffirmé l'engagement de l'RDC pour une intégration économique régionale fondée sur la paix et la coopération. En marge de la conférence, Kinshasa renforce ses alliances. L'Égypte a réaffirmé son intérêt pour les méga-projets hydroélectriques du Grand Inga, tandis que la capitale congolaise est invitée à l'inauguration du Grand Musée du Caire, un geste fort de rapprochement culturel. Lors d'une rencontre bilatérale entre son homologue ivoirien Robert Mambé, Judith Suminwa Tuluka a annoncé la tenue prochaine d'une commission mixte
envie de dynamiser les échanges dans des secteurs stratégiques comme l'environnement, l'énergie et l'agriculture. Autre moment fort, la rencontre entre Judith Souminois et la directrice Afrique du PNUD, Haouna Eziakonoa. On a échangé sur la situation à l'est de la DRC et puis on a félicité le gouvernement pour ce qu'ils sont en train de faire pour les populations. Et effectivement, on sait qu'avec la paix, on a félicité le gouvernement aussi pour l'accord qui vient d'être signé. Et on sait qu'avec les déterminations du gouvernement, on va pouvoir aider avec le PNUD les populations qui sont retenues. Les deux parties ont convenu d'accélérer la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, faire de la relance socio-économique en RDC. La RDC tient à tout prix à être validée au processus ITIE international. Le ministre du Plan, Guylaine Yembo-Guizia, était en réunion du comité exécutif avec les parties prenantes. Ensemble, ils ont échangé sur l'amélioration et finissage de rapport ITIE 2023 pour éviter la suspension de la RDC au processus. Peggy Mukunda. La République démocratique du Congo est toujours déterminée à se conformer aux normes ITIE pour sa validation au processus d'ici la fin décembre 2025. Les parties prenantes se sont fixées rendez-vous à la 134e réunion du comité exécutif pour échanger et discuter du respect des délais de publication des rapports ITIE 2023. Ces rapports est en cours d'amélioration, de définition et d'harmonisation bien avant son partage au plus tard le 31 décembre 2025 afin d'éviter la suspension de la RDC au processus. La République démocratique du Congo sera prête au rendez-vous parce que nous avons pris justement des mesures qui nous ont permis de penser que les choses seront clôturées bien à temps. Donc nous avons ici certainement autour du mois de novembre que nous allons terminer ce rapport et qui nous permettra de nous préparer sur le processus de validation qui va commencer au janvier 2026. Le pays puisse bénéficier le plus possible de tout ce qu'on peut trouver dans ces secteurs qui est aujourd'hui des secteurs de lance pour notre pays. Surtout les populations locales. Aujourd'hui, c'est une question de préoccupation sur les fameux 0,3% de revenus qui sont payés par les entreprises et c'est tout à fait légitime. On veut comprendre où cet argent est orienté, d'autant plus qu'on peut constater que pour certaines localités, ils n'ont peut-être pas des projets qu'elles peuvent mettre en application. Donc l'idée ici, c'est de débattre sur cette question, éclaircir le sujet pour permettre à ce que l'État puisse mieux orienter ces ressources-là qui sont quand même importantes à ce jour. La question de l'amélioration du cadrage ITIE 2023 par les parties prenantes a été abordée. Toutes les explications claires concernant ces éléments clés, sa méthodologie et ses contraintes ont été fournies par le coordonnateur national de l'ITIE, Jean-Jacques Kaimbe. Il se tient depuis le mercredi dernier les épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle. Tous les apprenants de l'ensemble du territoire national sont concernés. Voyons ce qu'a été le lancement officiel dans la ville de Béni, dans le Nord Kivu. Comme l'a rappelé le ministre d'État dans son message officiel, les épreuves certificative nationale de fin des formations professionnelles concerne l'ensemble du territoire national, y compris les provinces du Nord et Sud Kivu. À Béni, dans une zone encore sous état de siège, le lancement officiel a eu lieu ce mercredi 20 août 2025 au centre Antoinette Kipoulou, en présence de la représentante du gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo Kakoulé, et de plusieurs autorités éducatives. Pour le province éducationnelle Nord Kivu 1 et 2, 23 513 candidats sont concernés, dont 11 692 filles réparties dans 60 centres. À l'échelle nationale, 34 600 apprenants prennent part à ces épreuves, marquant une hausse de participation de 49% par rapport aux éditions précédentes. On note également une progression significative de la participation féminine avec 12 547 jeunes filles engagées. Autre nouveauté, l'introduction de 15 filières innovantes telles que les sapeurs-pompiers, la photopharmacie ou encore la santé mentale. Cette 5e édition s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la formation professionnelle un levier de développement en renforçant l'employabilité
et la création d'une main-d'œuvre qualifiée. Il s'est clôturé à Kinshasa la cérémonie de formation de 2 œuvrés sur l'apprentissage de métiers et l'entrepreneuriat. Plus de précisions dans ce reportage de Rodé Panda. C'est un engagement pris d'investir dans l'homme, spécialement le jeune Congolais désœuvré pour le rendre utile dans la société avec une main-d'œuvre de qualité concurrentielle sur les marchés de l'emploi. Ces jeunes apprenants, filles et garçons orientés dans différentes filières techniques des métiers et des langues, à savoir l'informatique, la coupe-couture, l'esthétique, l'auto-école, l'alphabétisation en lingala, français, parlé et écrit, ainsi que l'anglais américain. C'est donc une plus-value apportée à ces jeunes avec une prédominance des femmes de la commune de Selembao. L'honorable Mahon Touene, à travers sa structure Congo Espoir, a apporté l'appui technique et financier pour la matérialisation de ces projets combien bénéfiques. Les apprenants, nous vous demandons de vous approprier de ces projets que je vous ai offerts comme un don dans le souci d'accompagner à 100% la vision de gratuité prônée par le chef de l'État Fachi Beton. Pour élever les défis de développement qui nous attendent, les partenaires, nous vous invitons à venir nous rejoindre pour élever les pentes des difficultés. Satisfaction des bénéficiaires. Cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, avec l'axe formation professionnelle et l'entrepreneuriat pour une véritable auto-prise en charge socio-économique, mais aussi et surtout contribuer dans la gratuité de l'enseignement. Aucune difficulté liée au paiement de frais académiques n'est observée à la Haute École de Commerce ex-IEC. L'afflux observé devant la banque est lié au nombre important d'étudiants qui payent au même moment et à quelques jours de la fin de l'année académique, contrairement à certaines rumeurs distillées sur les réseaux sociaux. Démentis faits par les étudiants eux-mêmes. Ils sont au micro d'Éric Kabamba. Des cris de joie pour ces étudiants de la Haute École des Commerces, venus nombreux de partout, vers 5 heures pour le paiement de frais académiques, à quelques jours seulement de la fin de l'année académique. Chacun, avec son smartphone, veut immortaliser ces instants uniques pour remercier les autorités de leur établissement de leur ouvrir la porte de l'université pour assurer leur sécurité totale. Cet afflux n'a rien à voir avec les difficultés de paiement de frais académiques, contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux par certaines personnes mal intentionnées, ont avoué ces étudiants eux-mêmes. Déjà, c'était une bonne volonté venant des autorités académiques ainsi que du corps de la coordination de faire entrer les étudiants à cette heure. Je ne dirais pas que nous sommes en difficulté de payer les frais. Je dirais simplement qu'il y avait plusieurs étudiants qui payaient au même moment. Pour éviter dans le prochain jour encore une mauvaise interprétation de ces images, l'établissement vient de multiplier plusieurs points de paiement, une mesure très saluée par les étudiants. Aujourd'hui, nous avons multiplié les guichets à la banque Access et nous avons aussi les scanners automatiques parce que nous payons via un scanner à travers l'application Optolution. Une innovation, désormais le paiement de frais académiques sera suivi de très près par le parent d'étudiants grâce à une nouvelle technologie mise en place par la Haute École des Commerces, a dit le président de la délégation syndicale. Maintenant que tout est numérisé, ça pose problème. Donc les parents ont un organisme de sa commune, Chimendondo. La réunion du comité provincial élargie cette fois aux communes a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et décentralisation. Cette rencontre a permis de faire le point sur les défis sécuritaires locaux et d'adopter des mesures concrètes pour renforcer la protection de populations et de leurs biens. Le bourgmestre de la commune de Njili, Mbumba Ngaliema Papi, a fait la restitution à ses administrés. Des orientations donné par le président de la République, chef de l'État, je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 53e réunion du Conseil des ministres, où il a parlé de la situation environnementale de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons réuni toutes les couches de la population dans le cadre des réunions du Conseil local de sécurité élargi et donné des nouvelles directives
afin de mettre en application l'instruction donnée par l'autorité suprême des pays ainsi que le vice-premier ministre de l'Intérieur. Une cérémonie symbolique de remise d'outils d'assainissement a été organisée, traduisant la volonté des autorités de lier sécurité et salubrité publique. Ces équipements viennent de soutenir les efforts de la commune de Ndjili dans la lutte contre l'insalubrité et d'améliorer le cadre de vie des habitants. Ces doubles engagements témoignent la détermination de responsables locaux à conjuguer sécurité et développement, deux piliers essentiels pour la stabilité et le bien-être du citoyen. Et de leur côté, le chef de quartier des rues ainsi que le chef coutumier de la commune de Linsélé ont été sensibilisés sur la salubrité et la lutte contre les embouteillages au sein de leur municipalité. Une sensibilisation faite par le bourgmestre de la commune au cours d'une réunion de sécurité élargie aux forces vives locales à l'esplanade de la maison communale. Cette rencontre organisée conformément au du vice-premier ministre a porté sur 3 priorités: la sécurité, la salubrité et la lutte contre les embouteillages. Collective, le bourgmestre Franck Bonzolame a insisté sur la collaboration entre services de l'ordre, autorités coutumières, leaders communautaires et citoyens pour sécurité et améliorer les cadres de vie. Les participants se sont engagés à faire respecter l'autorité de l'État, la sensibilisation et à dénoncer les fauteurs de troubles. Adjoint Christian Matata a salué la pertinence des résolutions adoptées, estimant qu'avec une application rigoureuse, Linsélé pourrait devenir l'une des communes les plus stables de Kinshasa. Je pense que même le VPM, il a parlé des sanctions. Nous allons sanctionner. Nous allons vraiment sanctionner. À commencer par la population. Parce que même population, a un rôle à jouer. Il a aussi les devoirs. Pour de nombreux observateurs, cette réunion a constitué un signal fort de mobilisation collective et une étape vers des solutions durables au bénéfice de la population. Cap sur la province de l'Ituri, là où la cour militaire a entamé mercredi 20 août dernier une audience foraine à Diango. Nous sommes en chefferie de Baema d'Irumu où 4 militaires sont mis sur le banc des accusés. Ils sont poursuivis pour homicide, ivresse et viol. La justice militaire ne jure que par le rétablissement de l'ordre au sein de l'armée. Comme ils étaient des patrouilles, normalement, c'est pour sécuriser notre ville et protéger aussi, n'est-ce pas, la population qui se trouvant dans notre ville de Boumia. La phase de l'instruction des dossiers mis en charge contre ces militaires a débuté mercredi 20 août 2025 à Diango. La Cour au cours de cette foraine veut remettre de l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo en relation de la RDC. Les militaires sont poursuivis notamment pour ivresse au service, 2 cas de viol et l'homicide d'un jeune homme lors d'une patrouille dans la nuit du mardi au mercredi de la semaine en cours. Cette foraine s'inscrit dans un contexte où la justice militaire en appui au commandement s'efforce à maintenir la discipline et rétablir la paix dans la province de l'Ituri. Le ministère public a rappelé que la discipline est la mère des armées, soulignant l'importance de ces principes pour la bonne conduite des opérations militaires. Ces procédures judiciaires visent à garantir que les actions des militaires restent dans le cadre légal, surtout en cette période de l'état de siège où les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, finance la justice militaire et civile lors des enquêtes et lors des audiences publiques. À vos ordres, mon capitaine. Almo, 2. Repos.
Ndombe, en prélude de la campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue du 28 au 30 août prochain, le vice-gouverneur a reçu les personnels de santé à ce sujet. Une mobilisation ciblée pour protéger les enfants de 0 à 59 mois contre cette maladie invalidante avec l'appui des partenaires sanitaires. Il s'agissait principalement de mettre en place des stratégies avant de lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite afin de couvrir tout le coin de la province du Mai-Ndombe. Le premier groupe réussi par le vice-gouverneur de la province du Mai-Ndombe, Furongonke Trésor, est composé de la direction des taxes et forces communication. Le deuxième groupe est conduit par le ministre provincial de la santé du Mai-Ndombe, le docteur Nickel Bokoni, accompagné du chef de division provinciale de la santé, Francis Kambo-Luyav. Après les discussions, le chef de la division provinciale s'est exprimé en ces termes. Dans le cadre de ces préparatifs, le gouverneur nous a conviés à cette réunion pour passer en revue les préparatifs de la dite campagne, domaine par domaine, sur le plan coordination, communication, logistique, technique et financier. Alors, on a discuté sur tous ces éléments-là afin que voir sur le plan sécuritaire si nous pouvons organiser la dite campagne. Et ça prouve que la campagne aura bel et bien lieu du 28 au 30. Et nous demanderons aux mamans à cette période-là de garder les enfants dans les ménages pour que le vaccinateur puisse passer. Sinon, la réunion s'est bien passée et il va continuer à présider les mêmes réunions jusqu'avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Les enfants de 0 à 59 mois sont ciblés pour cette campagne contre le virus qui se déroulera du 28 au 30 août 2025 à Inongoville. Le Comité national Mémoire du monde de l'UNESCO pour la RDC a officiellement procédé à la présentation de la plateforme numérique du registre national Mémoire du monde de la RDC. C'était hier jeudi au musée national. La population du village Lengue, mais aussi et surtout le secteur de Luilou et toute la province du Lualaba. C'est pourquoi nous remercions notre chef de secteur Betty Kiando et notre gouverneur Fifi Masuka. Au secteur de Luilou, le maïs n'est pas seulement produit, mais il est également transformé en farine de maïs estampillée farine de Luilou. Cette marque sera bientôt sur le marché. L'objectif de ces vastes projets est de lutter contre l'insécurité alimentaire, de créer de l'emploi et de former des habitants modernes. Toujours à Lengue, cette saison, chaque épi récolté porte en lui la promesse d'un avenir plus meilleur, a dit Betty Kiando, chef de secteur Luilou, qui s'inspire du leadership imposant de Fimasuka et qui applique à la lettre la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal des 13h réalisé par Monique Mavungu, Peshomu Benga, assisté de Mimi Nsimba. Merci également à Nana Mozazebo de l'avoir rédigé. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.